vous inquiète tous. C'est une crise et il n'échappe pas à cette crise d'adolescence. Un des problèmes importants à cet âge-là, c'est le problème de la propreté. On a évoqué les douches, c'est vrai qu'il y a des douches, mais les douches, ça tombe comme ça. Et je vous demande pardon des détails, mais ça ne nettoie pas là où je pense. Et je supplie les créateurs de foyers, de lieux de vie, de remettre en place, en honneur, les bidets. Parce que quand on se lave sur un bidet, on se nettoie correctement, qu'on soit un homme à plus forte raison qu'une femme au moment des règles, car moi qui ai l'habitude d'examiner vraiment de très près mes habits, je vous assure que quelquefois, bon, n'insistons pas. Donc, on supprimerait bon nombre d'infections urinaires en permettant à tous ces hommes de se nettoyer correctement là où je pense. La deuxième chose, au moment de la crise de puberté, c'est probablement l'argent de poche. Vous donnez à vos autres enfants un petit peu d'argent de poche, eh bien il faut en faire autant. Alors un conseil d'amis, ne donnez pas de billets, car un billet de 5 euros ou un billet de 100 euros, c'est kiff-kiff. Par contre, il faut donner des pièces. Alors, 2 euros par semaine au début, 5 euros. Alors les porte-monnaies, ils gonflent. Et il faut que papa parte de temps en temps avec son garçon ou avec sa fille et le porte-monnaie. Et que le garçon ou la fille achète sur ses sous à lui ou à elle une fleur ou quelque chose qui pourrait faire plaisir à papa. Attention, beaucoup de trisomiques 21 sont des radins comme des queues de biche. Alors, donnez-leur, ah c'est terrible, un sou c'est un sou, vous savez. Alors, donnez-leur la possibilité de faire plaisir. Et il faut que le porte-monnaie soit comme ça à l'arrivée et comme ça au départ. On n'a pas évoqué tous les problèmes parce qu'on n'a pas le temps, qui tournent autour de la sexualité. Hommes et femmes, il les fit. Alors, mesdames, je vous en supplie, quand vous commencez à avoir un petit duvet sur la moustache ou ailleurs, vous disparaissez du cabinet de toilette. Et vous, messieurs, malgré vos responsabilités professionnelles top niveau, eh bien, prenez le temps, au moins une fois par semaine, d'aller voir un peu comment ça se passe au moment de la toilette. Pendant ce temps-là, maman vous fait un délicieux petit déjeuner. Car une érection devant maman, c'est pas, il ne sera pas au fourré, vous non plus. Alors, inversement, avec les jeunes filles, on fait câlin avec les petites filles quand elles sont petites, mais arrivé à un certain âge, messieurs, je vous en supplie, ne faites plus câlin de la même façon. La tendresse que vous allez manifester à cette jeune fille, n'oubliez pas qu'elle a 15 ans, qu'elle a 20 ans, et on ne fait pas câlin de la même façon, car, rassurez-vous, elle demandera à faire câlin pareil avec n'importe quel homme, ce que vous ne désirez pas. Le départ de la maison. Le départ de la maison. Vous tous, les parents qui sont là, vous avez quitté votre père et votre mère. Ben, il faut qu'ils en fassent autant. Alors ça se prépare. Surtout pas d'une façon brutale. Et je vous en supplie, n'attendez pas que l'un de vous, papa ou maman, soit malade pour penser au lieu de vie de cet adolescent qui va devenir adulte dans quelques mois. Il faut le faire progressivement, une fois de temps en temps, une semaine par mois par exemple, après, pour que progressivement, ils prennent l'habitude d'avoir la maison de papa et de maman et son foyer ou son studio. Donc je vais chez papa, maman en lui demandant la permission. Et ça, je voudrais bien que les centres prennent l'habitude de demander aux parents, est-ce que ça ne vous dérange pas? Est-ce que ce dimanche-ci, vous pouvez recevoir votre fils ou votre fille?
car très souvent, les adolescents préfèrent rester au foyer ou avec leurs copains plutôt que chez papa, maman. On n'a pas le même âge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a besoin de ses copains. Donc, préparez le départ à la maison, n'attendez pas d'être malade, parce qu'à ce moment-là, il y a une association entre la maladie de papa ou de maman et mon départ de la maison. Comment voulez-vous que ça ne soit pas détestable? Petit conseil, il est majeur, comme vous et moi, 18 ans. Le cadeau des 18 ans, c'est la valise. Qu'il est une valise à lui. Et dorénavant, quand vous partirez en vacances avec lui, vous mettrez tous ses vêtements dans sa valise à lui et non plus dans la valise familiale. L'autre jour, il y avait un garçon qui venait d'avoir 18 ans qui est arrivé à la consultation avec sa valise. Les secrétaires, très gentiment, lui ont dit « Oh ben monsieur, mettez votre valise, laissez la valise au secrétariat. » Pas le moyen, ça, bien entendu. Et j'ai fait la consultation avec la valise. C'est des petits détails de rien du tout. Mais n'empêche que c'est comme ça que les choses se passent bien. Voilà. Donc vous avez un certain temps. Vous allez pouvoir... Madame Hiller était très gentille parce qu'elle était très rapide. C'est parfait. Ça va comme ça permettre que vous soyez moins frustrés dans le temps de questions. Parce que je vous sens très réceptif. Tout à l'heure, ça a démarré très lentement. Donc n'hésitez pas, lâchez-vous dès le début. Et nous avons une demi-heure de questions, ce qui est bien. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, à reposer peut-être des questions à la fin au professeur Rétoré pour qu'elle complète. Mais d'abord commencer par Madame Villaret qui doit reprendre un train pour repartir dans cette énate. Et il ne faut pas qu'elle loupe son train. C'est toujours les premières questions qui sont les plus difficiles à poser. Vous avez... Oui, Madame Villaret, vous avez parlé du PIA, mais un peu trop succinctement. Et quand... alors la question c'est, quand l'établissement décide tout seul de l'avenir du jeune, qu'est-ce qu'on peut faire nous, parents? Alors, oui, vous m'entendez? Oui. C'était l'objet de mes remarques, justement, et de mon exposé, même si je suis allée un peu vite parce qu'il me semblait que j'étais en retard. Je regrette, le PIA se construit avec l'établissement, l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la famille. Et puis, d'autres partenaires. Il y a parfois des partenaires de soins. Ah oui, il y a des établissements qui construisent tout seuls les PIA. Alors, il y a plusieurs sigles. Hein, c'est notre pays, là, les sigles, on est très champions. On va dire projet, hein, pour que tout le monde soit accessible à tout le monde. À mon sens, c'est pas la loi. Donc, on doit respecter la loi. Ce qui est compliqué, c'est, vous imaginez arriver dans l'établissement, demain tapant à la porte en disant « Attendez, la loi c'est que le PIA, le projet, il se fait avec moi et puis vous ne le faites pas tout seul. » Je pense que ça risque de ne pas être très bien perçu. Oui, il y a encore des établissements qui ont l'habitude de fonctionner tout seuls. Ça existe, mais comment faire? Alors, oui, les parents sont très compétents, en général, sont plus compétents que certains professionnels. Eh bien, il faut être diplomate, il faut essayer d'aller amener les choses, d'aller rencontrer, d'aller discuter, échanger, pour se dire, mais oui, mais moi, je vois les choses comme ça. Vous voyez cet exemple de douche que je vous donnais? C'était compliqué, hein, avec la famille et les éducateurs. Et du coup, quand on a eu, je dirais, presque cet outil qui nous a permis de dire, mais là, non, mais pourquoi vous dites ça et pourquoi moi je dis ça?
il faut y aller, si on y va en rappelant la règle, en disant, ben oui, le PIA, le projet, ça doit être fait avec la famille, c'est pas tout. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un résultat comme on aimerait l'avoir. Je crois que c'est vraiment les échanges, les contacts, les discussions, le respect des uns et des autres aussi. C'est vrai que parfois on a des familles qui ne laissent pas travailler les professionnels. Mais malgré tout, demander, c'est... Je crois qu'il faut aller en discuter. Un enfant, adolescent, allez, on dit enfant en général ou adolescent en général, il y a des conseils de vie sociale aussi dans les établissements. Donc, ça va bien? En général, quand l'un ne fonctionne pas, c'est parce que l'autre ne fonctionne pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas... Voilà. Non, mais je veux dire, ça marche ensemble. Si le Conseil de la vie sociale fonctionne bien, le PIA, par exemple, fonctionne bien. C'est ça que je veux dire. Ce qui me semble important, parce que oui, je pense que peut-être... Il y a un enchaînement des deux. Ce qui me semble important, c'est de toujours essayer de mettre en place un dialogue, des échanges. C'est pas... Personne n'a raison dans cette histoire-là. On a un enfant à accompagner, et parfois on se trompe. Mais tout le monde peut se tromper. C'est vrai que parfois, les établissements mettent un peu une barrière parce que parfois des familles arrivent. Moi, j'ai une équipe pluridisciplinaire à la LDPA, j'ai vu une famille qui arrivait avec une mallette comme ça pour le projet de son enfant. Quand elle arrive comme ça dans l'établissement, ça a créé un... Voilà, il faut parler, il faut échanger. On n'est pas toujours d'accord. Rendez-vous compte quand il faut certaines jeunes adultes à 18 ans considérer dans l'établissement que l'enfant ne peut pas aller vers le travail. La famille dit non, moi je veux qu'il travaille en entreprise ordinaire. Ben, on peut rester face à face pendant des heures, personne ne va convaincre l'autre. Et qui a raison? Moi j'en sais rien. Si ce n'est qu'il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on se dise mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voyez? Ah ben moi à la maison, je vois qu'il fait bien les gâteaux, il prépare le repas. À l'établissement, on ne voit pas tout à fait ça. À la maison, il est en individuel. À l'établissement, il est en collectif. Et c'est la rencontre qui va permettre de décanter les choses. Oui, il y a encore des établissements qui, en France, hein, voilà, moi je navigue un peu dans la France, qui ont un petit peu peur des familles parce qu'ils se disent, mais voilà, elles vont prendre le pouvoir. Et puis elles vont nous dire ce qu'on a à faire. C'est quelquefois, hein, c'est cette inquiétude. Et l'inverse existe aussi. Et l'inverse existe aussi, mais c'est qu'en parlant, et puis en parlant, mais pas en... Comment dire? Pas du blabla. C'est vraiment ce sur quoi on se retrouve. Ça, il a acquis, il n'a pas acquis, mon enfant. Et puis lui aussi, qu'est-ce qu'il en dit tout ça? Parce que même s'il ne parle pas, parfois, on voit que ça ne lui convient pas. Je trouve, pour moi, qu'il faut vraiment qu'on ait des outils qu'on partage. Je vous prenais cet exemple d'autonomie parce que c'est... Dans tous les établissements, on parle d'autonomie. Mais voilà, qu'est-ce qu'on recherche? Alors, juste la question qui va peut-être répondre à ma question, c'est en fait, quand on rencontre l'équipe pour signer ce fameux projet, finalement, on n'est pas obligé de le signer à la première rencontre. Voilà, ok. Donc alors, ça peut être... Voilà, c'était un peu ça. On n'est pas obligé de se soumettre tout de suite. On n'est pas obligé, on peut demander à rencontrer, on peut demander à avoir des explications. Plus on discute, mieux ça va. Et on confronte parce que quelquefois, vous voyez, cette question de douche, on aurait pu se battre très longtemps, hein. Ben non, on ne lui apprend pas à se doucher, elle sait se doucher. Oui, mais moi je veux qu'on lui apprenne à se doucher. Hein, c'est de quoi on parle. D'accord. Oui, en fait, bonjour. J'avais peut-être deux remarques et une question par rapport à ce qu'il a dit. Moi, j'avais vu dans les IM Pro que
en fait, on demande à un enfant de faire son projet, jeune, pardon, et en fait, il est quand même très orienté. C'est-à-dire que j'ai vu des jeunes dire en deuxième, troisième année d'IM Pro, je veux faire pompier, taxi, je sais pas quoi, et en classe des sortantes, ça s'appelle, et ben moi, mon projet, c'est d'aller en ESAT de conditionnement. Donc, pour le coup, ils avaient quand même un peu conditionné, si je veux dire, mais et c'est pas forcément mal parce que c'est vrai que c'est très compliqué comme les orientations de sortie. Mais c'est vrai que l'établissement travaille avec le jeune pour définir avec lui son projet et lui explique en gros en fonction des filières que l'établissement a en tête pour lui. Donc c'est quand même aussi comme ça que ça se passe, je pense. La deuxième remarque, c'était de dire que par rapport à l'orientation, là vous avez parlé beaucoup de 18-20 ans, quand ils ont après, et en particulier quand ils ont la chance ou pas de pouvoir aller en milieu ordinaire, si ça se passe mal, après on a un gros problème, c'est qu'il n'y a plus de structures, enfin toutes les structures que vous avez citées n'accompagnent pas les jeunes qui sont en échec en milieu ordinaire. Et il y en a énormément aujourd'hui parce que c'est très compliqué sur un plan social. C'est pas tellement le job qui fait problème, mais c'est tout l'étayage, comme vous avez dit. Et du coup, on a un vrai problème de dispositif ici. Donc, moi, je fais l'expérience personnellement et qui est quand même gravissime. Et la troisième question, c'est que la question, c'était que vous avez parlé du dossier de compensation. Je ne sais pas très bien ce que moi, je n'ai pas rencontré le dossier de compensation. Pour moi, sous ce nom-là, je ne sais pas. Dossier MDPH. Dossier MDPH, d'accord. Oui, puisque maintenant, avant, on avait un dossier enfant, un dossier adulte, la Cotorep et puis la CDES, oui. Et maintenant, en fait, on est sur un dossier unique. Pour revenir à ce que vous disiez, il y a une vraie difficulté dans la question des choix chez ces personnes-là. Malgré toute la bonne volonté de tous, des parents, des professionnels, moi il m'est arrivé dans certaines années d'avoir des jeunes adolescents qui disaient que des chauffeurs de taxi, et puis chauffeurs de bus. Et puis une autre année, c'était autre chose. Il suffisait qu'il y en ait un qui ait fait un choix, et puis les autres, ils discutent, et hop, on est reparti dans le... Donc c'est multiplier les expériences, parce qu'on peut le faire à cet âge-là, c'est multiplier les expériences qui font que, tu es allé en stage, comment ça s'est passé? Ça te convient, ça te convient pas? C'est cette question de choix qui est quand même excessivement délicate. On va avoir eu des enfants étudiants et c'était aussi délicat. Mais là, c'est... Oui, mais le choix est beaucoup plus restreint. Le choix est plus restreint, mais malgré tout, on n'est jamais sûr sur quoi ils ont appuyé leur choix. Est-ce que c'est par le petit copain? Et puis, dans votre autre remarque, je ne sais plus, je voulais... Parler des échecs en milieu ordinaire, mais je sais pas. Le milieu ordinaire, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. On a quelquefois, mais j'en vois, des personnes qui étaient en milieu ordinaire et en fait qui n'arrivent à revenir dans un milieu protégé de travail ou dans un établissement, mais quelquefois qu'après à l'âge de 30-40 ans. Et c'est vrai, je disais tout à l'heure, vous savez, l'âge de 20 ans, actuellement, on n'arrive pas ou peu en France à créer des structures qui seraient 18, 25, voyez, où on peut expérimenter des structures qui soient à la fois assurance maladie et un financement qu'on appelle conseil général. Parce qu'on a ces deux entités qui parfois travaillent bien ensemble et parfois ne fonctionnent pas bien ensemble. Et puis pour les hébergements sont faits pour les travailleurs en ESAT, ou alors les hébergements sont inclus dans les CAJ. Enfin, oui. Et donc c'est très compliqué de passer là. On est dans l'assurance maladie ou on est dans le conseil général. Oui, et c'est très difficile de passer l'un à l'autre, et en plus avec un dossier MDPH qui dure 1 an et demi. Donc c'est, oui, c'est une difficulté. Vous avez beaucoup, parce que je simplement dire, vous avez beaucoup parlé de la première orientation, mais en fait la deuxième ou la troisième, elle est presque encore beaucoup plus compliquée. Oui, parce que moi j'ai été sur la... Oui, non, je ne dis pas le contraire. Mais effectivement, en cours de vie, les réorientations sont compliquées, effectivement. Et retrouver une place en établissement, c'est excessivement difficile. Je pense aussi que ça dépend des régions. Je vois des choses qui sont vraiment différentes d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. Attention à la solitude. Attention à la solitude. Quand vous êtes handicapé et que vous travaillez dans le milieu ordinaire, vous rentrez à la maison,
à 5h30 dans le studio, qui est le rêve de tous les parents. Il est indépendant. Donc à 5h30, il est dans son studio. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Alors, il mange, d'où l'embonpoint après. Et puis, il se couche quand il a sommeil. Et quand on se couche à 6h du soir, ben on est réveillé à 3h du matin. Et on fait du bruit. Et à ce moment-là, les voisins du studio se plaignent. Et on dit, oh, on n'accepte pas les handicapés. Non. Et c'est vrai que beaucoup qui travaillent en milieu ordinaire et qui habitent seuls font des dépressions graves. L'une d'entre elles m'a dit, tu sais, j'ai donné mon numéro de téléphone à toutes mes collègues. Personne ne m'appelle le soir. Mais je lui dis, écoute, tu as travaillé avec elle toute la journée, pourquoi veux-tu qu'elle t'appelle le soir? Et bon, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Les autres, quand elles rentrent, ben, elles retrouvent leur mari, elles retrouvent leurs enfants. Mais toi, je ne le dis pas, bien sûr, mais c'est ce que je pense. Cette pauvre petite, elle est toute seule chez elle. Vous voyez, attention à la solitude. Bonjour. Bon, je voudrais poser une question qui sort du cadre actuel, se positionnant dans un schéma tout autre, qui est l'enfant ou l'adolescent trisomique ne peut évoluer que dans son cocon familial et travailler que dans ou familial ou à titre privé. Quelle serait la meilleure méthode pour développer une stratégie, disons, de perspective future pour mettre en place ce schéma d'accompagnement? Le schéma dont j'ai parlé, hein, donc c'est pas celui-là, parce que celui-là c'est un projet de société, et là d'où je viens, il n'y a pas de projet de société. Donc, alors, moi, si j'ai bien compris, c'est une personne qui travaillerait dans l'entreprise familiale. Non, pour vous expliquer, c'est qu'un trisomique, là où je viens, il n'a pas le droit de travailler dans une entreprise. Donc, son seul refuge, ça sera la famille. Donc, si les parents veulent que leur enfant travaille un jour, ils devraient créer une petite entreprise familiale ou créer un bureau, disons, de services et au commerce. Donc, dans ce schéma, quelle est la meilleure stratégie pour développer, disons, une autonomie du trisomique, en même temps lui donner la possibilité d'évoluer professionnellement et, disons, être libre? Moi, j'aurais tendance à dire, et encore une fois, je ne suis pas... je ne sais rien. On ne sait jamais rien. On grandit petit à petit, hein, on apprend des choses, mais là, aujourd'hui, je ne me pose pas en tant qu'expert. De ma place, je me questionnerai. Oui, on peut toujours construire quelque chose pour son enfant. Pourquoi pas, hein, on peut construire une entreprise et l'embaucher. Je pense qu'il faut quand même voir des parcours de vie à plus long terme. Est-ce que cet enfant, alors après jeune adulte, il va rester dans le cocon familial tout le temps? À un moment donné, vous savez, la vie fait qu'on n'est pas toujours présent. Hein, voilà, on vieillit, parfois il y a des accidents de la route, on ne peut plus, l'entreprise elle ne fonctionne plus. J'y vois là déjà quelque chose qui me questionne, hein, je me dis. Et puis, on sait bien hein, que certains adolescents, quelquefois, peuvent nous faire des gros caprices. Hein, ce jour-là, ils ne veulent pas se lever. J'ai fait une évaluation là, dans un établissement récemment, une évaluation externe.
J'ai tenté de recueillir la parole de 2 résidentes, même assises par terre à l'heure du goûter devant elles. Elles n'ont rien fait. Et je pense que c'est compliqué dans la famille quand on a créé une entreprise, quand cette personne-là, tout d'un coup le matin, elle n'a pas envie de se lever, et puis elle a envie de traîner au petit déjeuner, et puis je vois, elle ne peut rien faire. Et je me dis, attention. Et si on n'a pas un autre schéma? Comment? Si on n'a pas un autre schéma, quelle serait la solution? Mais je suis inquiète parce qu'au bout d'un moment, après je dis les choses comme de mon expérience, au bout d'un moment il y a des choses qu'on ne supporte pas à la maison et où on peut plutôt être dans la maltraitance, c'est-à-dire qu'on n'a plus envie. Donc s'il n'y a pas d'autre chez soi, je pense qu'il faut trouver des solutions, mais peut-être pas la solution de travail. Mais c'est mon point de vue, c'est mon regard. Et je ne sais rien. Je me dis que quand c'est tout le temps à la maison et à un moment donné, c'est compliqué. Les familles ne supportent plus, il y a des conflits. C'est peut-être pas la première piste à rechercher. C'est peut-être la piste par défaut, mais peut-être pas la première. Si vous me permettez juste pour intervenir, Annie. Vous allez prendre contact avec nous parce que le contexte national dans lequel vous vivez est différent. Et Mme Villaret n'arrivera pas à répondre complètement à cette question. En revanche, nous, on va continuer, puisque vous avez un contact privilégié du Faubourg Salvatore. On va essayer de trouver véritablement des solutions à vous proposer, mais on n'est pas le président de la République algérienne, ni les structures. D'accord? On va essayer de trouver quelque chose. On va, sauf question urgente, mais je préférerais qu'on reprenne le cours. Michel Muir va faire son intervention et ensuite, après, il en restera à vos dispositions pour les questions. Si dans le, je pense que les documents vont être mis à disposition et dans le diaporama, il y a mon mail, donc si certains souhaitent échanger, je suis disponible. Vous allez avoir